Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, œuvrer à la salubrité dans les villes et quartiers, c'est l'idée qui guide l'opération Grand Ménage qui est à la 57e édition. Williamsville, dans la commune d'Adjamé, a été choisi pour donner l'exemple de la propreté. Le ministre de l'Assainissement, Boaké Fofana, et le maire ont participé à l'embellissement du cadre de vie des populations. Il y a des avantages fiscaux et douaniers pour ceux qui entreprennent ou veulent développer leurs activités. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire déploie un mécanisme à cet effet. Une entreprise dans le domaine de la santé vient d'en bénéficier. L'établissement a pu accroître son offre de soins avec l'appui du CPC. Depuis le 3 septembre dernier, les concours administratifs 2022 ont démarré et se poursuivent à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Les compositions prennent fin le 15 octobre sous le signe de la célérité, la transparence et l'équité. Le ministère de la fonction publique a pris des mesures pour assurer la crédibilité des résultats. On en parle dans quelques instants. Et puis au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé hier samedi la tenue les 14 et 15 octobre des assises nationales. Les différentes couches de la société vont travailler à la rédaction et l'adoption d'une charte. Cette rencontre doit désigner un président de la transition. 57e édition de l'opération Grand Ménage, c'est le quartier Williamsville dans la commune d'Adjamé qui a été choisi. Le ministre de l'Assainissement, Boaké Fofana, et le maire ont participé au nettoyage des espaces publics. Ils donnent le ton afin que chacun s'implique dans la salubrité pour que les populations vivent dans un cadre sain. Khalil Diomandé, Jean-Luc Bambo. Gants bien fixés, pelle entre les mains, le ministre Boaké Fofana et le maire de la commune d'Adjamé aux côtés des populations du quartier Makassi pour l'opération Grand Ménage, curage des caniveaux et balayage des artères. Jeunes et vieux, tous sont à la tâche pour donner peau neuve à leur environnement. Il était important pour nous de sortir aujourd'hui pour nettoyer notre cadre de vie parce que nettoyer c'est la santé. Quand tu sors tu vois ton environnement propre, tu es heureux. Pour mieux véhiculer le message, le ministre Boaké Fofana mise sur le porte-à-porte. Les responsables de commerce sont invités à s'investir véritablement pour l'embellissement de leur cadre de vie. Après le quartier Makassi, cap sur la compagnie républicaine de sécurité CRS d'Adjamé Williamsville. Ici, des équipements essentiellement composés de gants, de brouettes, de pelles et de sacs poubelles sont offerts à l'association des femmes de la cité. Des dons qui les appellent à lutter davantage contre l'insalubrité. Nous allons faire bon usage de cela, nettoyer notre cité et aux environnants, et surtout la commune d'Adjamé. La propriété, c'est d'abord la santé. Donc nous exhortons la population à vraiment adhérer à cette opération de grand ménage. Un code de l'hygiène et de la salubrité sera bientôt adopté selon le ministre Boaké Fofana. Cette mesure en vue de sanctionner tout acte de nature à polluer l'environnement. Ce code-là comporte des sanctions pécuniaires, donc des amendes, mais aussi des sanctions privatives de liberté. Des gens pourront aller en prison parce qu'ils n'auront pas respecté le code de la salubrité. L'opération Grand Ménage est maintenant une tradition pour le ministère de l'Assainissement. Elle se tient tous les premiers samedis de chaque mois. Le mobile reste le même, s'engager pour une Côte d'Ivoire propre et saine. Et les populations exhortées à la salubrité, mais aussi à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Le ministère en charge de la bonne gouvernance a initié une série de formations. Les différentes couches sociales seront outillées pour un combat plus efficace. Espérance Diakale, Jean-Luc Bambo. Entre 2013 et 2021, la Côte d'Ivoire a évolué d'un score de 9 points en matière de lutte contre la corruption. En effet, de 136e sur 180 pays avec un indice de perception de la corruption de 27 sur 100, le pays est passé au rang de 105e avec un score de 36 sur 100. C'est ce qu'a relevé le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au cours de la première conférence de presse initiée par la Fédération ivoirienne pour l'entente et la renaissance. Fier. J'exhorte tous nos compatriotes à s'approprier la culture de la dénonciation des actes de mauvaise gouvernance et de corruption, partout, en tout lieu, en tout temps, parce que c'est de cette façon-là que petit à petit, nous viendrons à bout de cette gangrène qui mine notre société. Cette initiative s'inscrit dans le cadre national de lutte contre la corruption institué par le gouvernement.
L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser et d'éduquer les populations sur les bonnes pratiques et le processus à suivre en termes de dénonciation des actes de corruption. Nous sommes conscients qu'il y a encore des efforts à faire. Efforts en termes de sensibilisation, efforts à faire en termes de changement de culture, de développement au sein de la société ivoirienne d'une culture d'intégrité. Et c'est pour ça que le gouvernement soutient cette initiative de la société civile portée par l'ONG FIER. En vue de bâtir une stratégie inclusive de lutte contre ce fléau, des points focaux seront installés dans toutes les communes du district d'Abidjan pour enregistrer les plaintes, les vérifier et les porter aux autorités compétentes. Et le CPC facilite les investissements avec des avantages au code. La directrice générale était chez un bénéficiaire du certificat d'agrément. C'est un établissement de santé qui a bénéficié d'avantages fiscaux et douaniers. Aujourd'hui, l'entreprise a pu développer ses activités. On le voit avec Jean-Luc Bambo. C'est une visite qui se situe dans le cadre du suivi de projets d'investissement agréés liés aux avantages du Code des investissements par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Un des outils adoptés par l'État ivoirien en vue d'encourager les investissements privés. Et cet établissement visité est, selon la directrice générale du CPC, un modèle d'application réussi de ce dispositif. Cette société a bénéficié de l'agrément à l'investissement au titre du développement d'activités. Je suis vraiment très impressionné parce que cette clinique a installé des équipements de dernière génération avec des standards internationaux et des normes internationales. Et j'encourage les investisseurs à venir nous rencontrer le CPC pour bénéficier du Code des investissements, soit en création, soit en développement d'activités. Cet établissement médical, spécialisé dans l'assistance à la procréation qui existait depuis 14 ans, s'est reconstruit sur un nouveau site de plus de 7000 m² avec un investissement de 9 milliards de francs CFA. Cela grâce au Code des investissements à travers des exonérations douanières et fiscales. Ça n'a pas été facile. Il était question d'avoir un projet de stature internationale. L'assistance médicale à la procréation, vraiment, nous devions être au même niveau que l'Europe et les États-Unis. Et pour cela, nous avons bénéficié vraiment de l'assistance du CPC. Il a fallu à 2 reprises revoir les équipements, refaire valider ces équipements. Et le CPC vraiment nous a soutenus jusqu'au bout. Le régime d'agrément est applicable aux investissements en création ou en développement d'activités. Depuis le début de l'année, le CPC a enregistré à cet effet 173 sociétés agréées pour un investissement prévu de 519 milliards de francs CFA et 6303 emplois prévus. Depuis le 3 septembre dernier, les concours administratifs 2022 ont démarré et se poursuivent à Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Les compositions prennent fin le 15 octobre. Le ministère de la fonction publique met l'accent sur la célérité, la transparence et l'équité. Il a pris des mesures pour assurer la crédibilité des résultats. Quelles sont justement ces dispositions et les innovations en cours? La réponse dans ce dossier avec Grace Kando. Concours administratif session 2022. 107 553 candidats postulent dans 384 concours pour 10 876 postes budgétaires. De l'organisation, ce qu'il faut noter, c'est que tous les acteurs sont présents, ils sont tous mobilisés sur les sites pour permettre aux candidats de composer dans de bonnes conditions. Donc tout le monde est là, tout le monde joue son rôle et nous avons l'accompagnement de la gendarmerie nationale pour la sécurisation des sites et des épreuves de composition. Donc pour l'instant, tout se déroule parfaitement, aussi bien à Abidjan que dans les autres localités du pays qui abritent effectivement des compositions. Démarré le 3 septembre dernier, les compositions se poursuivent dans les 10 chefs-lieux des régions et dans les 300 centres de composition retenus à cet effet. Avant le démarrage, des cours en ligne ont été initiés au profit des candidats. On a fait des cours de préparation et des fois aussi à la télévision. Il y a des experts qui nous expliquaient les démarches à suivre. Et on a bénéficié de tous ces avantages. Et lorsqu'on a des difficultés, on partait aussi sur nos espaces fonctionnaires pour nous accueillir des informations. Et ça nous a beaucoup profité. J'ai suivi le cours en ligne. Tout s'est très bien passé. Avec ça, ça peut aller. Pour cette édition 2022,
Les concours ont été ouverts à la diaspora. Il s'agira de concours sur étude de dossiers pour certains postes pour lesquels nous cherchons des Ivoiriens de très haut niveau qui ont déjà certaines expériences. Et donc, il y a seulement 10 concours qui sont ouverts à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et le processus est en cours. Et tous ceux de la diaspora qui sont en Europe, en Asie ou aux États-Unis peuvent, via les canaux qui sont ouverts au niveau Internet, ils pourront donc s'inscrire en ligne, ils pourront apporter leurs dossiers et le moment venu, ces dossiers seront analysés par nos équipes afin de retenir, encore une fois, les meilleurs. Cette mesure fait partie des innovations apportées dans l'organisation des concours administratifs. Pour la crédibilité, des dispositions sont aussi prises. Il y a tout un dispositif qui est mis en place pour crédibiliser les résultats. L'année dernière, cela a donné des résultats probants. Et cette année, le dispositif a été reconduit et renforcé pour assurer la crédibilité des résultats qui vont être donc proclamés selon le mode opératoire donc, indiqué par Madame le ministre, c'est-à-dire par vagues successives à mesure que les candidats composent. Toutes les innovations que nous avons déployées en 2021 continuent cette année et vont être renforcées. Quand je parle d'innovation, je parle donc des feuilles de composition personnalisées, du scannage des copies, aussi du relevé des notes automatisées. Donc ce ne sont pas des hommes qui relèvent les notes, c'est le système informatique qui récupère les notes des candidats et on fait le traitement pour donc publier les résultats à la suite donc, des délibérations. La plupart des compositions se font sur table. Certaines sont assistées par ordinateur, notamment pour les compositions des emplois de secrétaires et d'informaticiens. Tout ce process est assuré par un ensemble d'organes supervisés par les préfets. Nous veillons à ce que tout se passe bien. Les différents examinateurs, les différents surveillants, tout le personnel du cabinet du ministre et tous ceux qui sont des parties prenantes à l'organisation de ce concours. C'est là le rôle de supervision, c'est ce que nous assumons. Et donc nous pensons que tout se passe bien. Les secrétariats des concours ont aussi leur rôle à jouer. Le secrétariat, c'est la cheville ouvrière même du centre, parce que c'est le secrétariat qui vient la veille déjà pour préparer le centre, coller les fiches des tables, coller les listings sur les portes pour que les candidats puissent déjà se retrouver et puis mettre les surveillants en salle après avoir donné tout ce qu'il y a comme consigne. Puis il faut contrôler copie par copie, voir si les surveillants ont rempli correctement tous les documents qu'on leur a confiés. Et puis après ça, on fait le paquetage et puis les copies retournent avec les gendarmes. Célérité, transparence et équité, c'est le triptyque autour duquel se déroulent les concours administratifs de la session 2022. Accéder à la fonction publique n'est pas un exercice facile parce que nous voulons recruter les meilleurs. Nous voulons recruter des Ivoiriens qui sont capables de porter cette administration pour en faire une administration performante, une administration efficace. 3 semaines après chaque session de composition, les candidats prennent connaissance de leurs résultats en consultant sur le site du ministère de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci. Et justement, les résultats des concours de la fonction publique 2022 sont disponibles en ligne depuis ce mardi 4 octobre. Et selon les informations transmises par le ministère de la fonction publique, seuls les candidats ayant composé pour les épreuves du 3 et 4 septembre dernier auront la possibilité de consulter les résultats des concours de la fonction publique 2022. On voit d'autres épreuves avec le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui a publié récemment les résultats des concours d'entrée dans les établissements. Le vœu de certains candidats admis d'intégrer des écoles de leur choix n'a pas été respecté. Au cours d'une conférence de presse, des responsables du ministère donnent les raisons. On le voit avec Issa Tionayo. Sur 21 364 candidats au concours d'entrée dans les établissements publics du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, 18 996 candidats ont été déclarés admis. Parmi eux, beaucoup n'ont malheureusement pas eu la chance d'aller dans leur établissement de prédilection. Au cours d'une conférence de presse, le ministère explique les raisons. Vous convenez avec nous qu'il est mieux pour un candidat d'être retenu en mécanique automobile à Bondoukou que d'être dehors parce qu'il n'a pas été retenu
en maintenance véhicule et engins à Jacquesville. À défaut du choix exact du candidat, nous avons affecté dans certaines filières très voisines. Cette année, le taux de réussite au concours d'entrée dans les établissements techniques et professionnels est plus de 97%. Un taux fortement apprécié par les responsables du ministère. Nous voulons donc insister sur le fait qu'un certain nombre de nos centres de formation professionnelle ont été érigés en lycées professionnels, avec l'ouverture pour ce fait de la filière BT industrielle. Pour l'année de formation 2022-2023, il faut donc noter qu'au total, 60 980 apprenants sont entendus en première année de formation dans notre disposition. L'une des priorités du ministère à charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est de faire en sorte que beaucoup de jeunes aient un métier. Des places sont encore disponibles dans les différents établissements. Au total, c'est 735 places qui restent encore à pourvoir dans ces 7 établissements. Et c'est en raison de cet effectif important que Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a jugé bon qu'un concours exceptionnel soit réouvert à partir du lundi 10 octobre jusqu'au 31 octobre pour donner de la chance à certains jeunes de ce pays. C'est le lieu de rappeler que les admis de cette année au concours d'entrée dans les établissements techniques et de la formation professionnelle ont jusqu'au 15 octobre 2022 pour s'inscrire. Et rappelons justement qu'il y a 735 places qui restent à pourvoir. Le ministère de l'Enseignement technique lance donc les inscriptions à partir de demain jusqu'au 31 octobre pour donner une deuxième chance aux candidats qui n'ont pas été admis. Dans le cadre du magazine du dimanche aujourd'hui, à 13h, Hamza Diaby a reçu Dr Auguste Kwasi. Il est le directeur de la protection et de l'aménagement des ressources en eau au ministère des Eaux et Forêts. Ils ont évoqué les stratégies de mise en valeur des eaux souterraines et de l'intérêt de préserver cette ressource. Je vous propose un extrait de l'entretien. La politique nationale de l'eau qui donne toutes les directives en ce qui concerne la question de l'eau est indispensable. Il y a également le plan GIR qui est la stratégie que nous mettons en place pour pouvoir gérer l'eau de façon efficiente. Il a également été adopté en Assemblée nationale et ce plan GIR-là a fait ressortir environ 48 projets d'un coût de 40 milliards qui est en train d'être recherché au niveau des différents bailleurs de fonds. Et également, cela nous a permis de pouvoir mettre en place le code de l'eau. Le code de l'eau qui existait, mais en vue les failles qui existaient dans l'ancien code, nous a permis de pouvoir l'actualiser et a été soumis au gouvernement et adopté au gouvernement le mois passé seulement. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par ce thème? Mise en valeur des eaux souterraines, quelle stratégie pour la satisfaction des besoins des usagers? Mise en valeur des eaux souterraines. Les eaux souterraines, c'est un réservoir important de l'eau qui permet le développement. Il faut expliquer que c'est la nappe. Hein? C'est la nappe d'Abidjan, par exemple, dans le cas ivoirien. Oui. C'est une nappe très importante, mais qui a un apport très important dans la péréquation du prix de l'eau en Côte d'Ivoire, par exemple. Représente 68% de la production d'eau potable. Et donc, cette ressource-là, nous devons mettre le focus là-dessus pour que les Ivoiriens comprennent qu'il faille prendre soin de cette ressource-là pour ne pas que le prix, dans un même pays, on puisse payer l'eau à Abidjan, je dis n'importe quoi, à 200 francs comme il est, 250 francs, et en dehors, dans le continent, plutôt à l'intérieur du pays, payer peut-être à 1000 francs. Et rendons-nous dans le nord du pays. Le ministre Bruno Nabagné-Koné est en tournée dans la région de la Bagoué. Il soutient les initiatives en faveur de la création des richesses au profit des femmes. Il a visité les organisations des femmes de Tengrela et Ndéou. Bruno Nabagné-Koné les a assuré de sa disponibilité à soutenir leurs activités. Charles Tatou. Petites activités de commerce au marché et culture maraîchère. Voilà les principales sources de revenus des femmes rurales de la Bagoué. Pour permettre à ces femmes de développer leurs activités génératrices de revenus, certains leaders d'organisations non gouvernementales issus de la région ne manquent pas d'initiatives. D'abord, le projet commence avec un montant de 4 millions qui intéresse une soixantaine de femmes
mais ça va fonctionner en revolving. C'est-à-dire en fonction du recouvrement, chaque fin de mois on fait le point, en fonction du recouvrement, on redonne ce même montant à d'autres candidates. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, soutient toutes les initiatives en faveur de l'autonomisation de la femme. En tournée dans la région, il y a marqué une escale avant de répondre au rendez-vous de la Fédération des femmes du vivrier de la sous-préfecture de Ndéou, département de Kouto. Ici, les femmes ont compris la nécessité d'unir leurs forces, sorties massivement pour l'investiture de la présidente de leur organisation. La mise en commun de nos efforts est le début de notre marche vers l'épanouissement de la femme d'Ndéou. En effet, nous avons besoin de renforcer les capacités de nos sœurs. La réduction de la pauvreté se fera, mais ça se fera par les femmes. Ça ne se fera pas autrement. Ça se fera par les femmes. C'est pour cela que nous privilégions la relation avec les femmes. Une femme, vous allez lui donner 1000 francs. Les 1000 francs vont rentrer dans la maison. Si ce n'est pas pour acheter la nourriture, c'est pour s'occuper de son mari. Sinon, ce sera pour s'occuper des enfants. Les danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie. Et on revient au centre. Le directeur général de la RTI échange avec les agents de la station régionale de Bouaké. Fosséni Dambélé les félicite pour le travail abattu au quotidien. Il exhorte à continuer de faire rayonner la radio-télévision ivoirienne. Le personnel a dit sa joie d'avoir bénéficié de la construction de nouveaux locaux et d'un meilleur cadre de vie. Soro Corona. Le directeur général du groupe RTI, Fosséni Dambélé, en visite de travail à la station régionale de Bouaké. Le premier responsable de la Maison Bleue est venu échanger avec les agents. Une visite saluée par le directeur du RTI Bouaké. Certes, les besoins sont nombreux, mais il faut savoir apprécier ce qu'on a obtenu. Monsieur le directeur général, nous savons que vous parlez peu, mais vous agissez beaucoup dans le cadre du bien-être et de l'amélioration des conditions de travail de vos agents. Prenant la parole, le porte-parole du délégué du personnel du RTI Bouaké a aussi félicité le directeur général pour ses efforts tout en émettant quelques préoccupations. Monsieur le directeur général, nous sommes convaincus que vous avez les réponses à nos interrogations et doléances. Ainsi, les agents du RTI Bouaké restent persuadés que la solution miracle viendrait de vous au vu des actions que vous avez commencé à poser à l'endroit de RTI Bouaké. Fosséni Dambélé encourage RTI Bouaké pour le travail de fourmi abattu sur le terrain. Un travail pour le rayonnement du groupe RTI à travers des productions de qualité dans un paysage audiovisuel concurrentiel. Nous avons quelque chose que toutes les autres entreprises de communication en Côte d'Ivoire n'ont pas, c'est la qualité, l'expérience de notre ressource humaine. C'est aussi et surtout l'engagement au quotidien de chacun de vous. Votre esprit de créativité, eh bien, tout cela mis ensemble font que la RTI tient ses positions. Et nous devons renforcer ces positions. Et ces visites de travail que nous avons ici, ces moments d'échange, eh bien, c'est pour pouvoir nous enrichir de vos idées et connaître davantage vos préoccupations. Depuis son arrivée à la tête du groupe RTI, Fosséni Dambélé multiplie les rencontres avec les agents pour un climat de travail convivial. Et après l'Assemblée générale constitutive, c'est l'investiture d'Angui Dangui, le tout premier président de l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon, est investi. Il a tout de suite donné une idée claire et précise de son mandat qu'il place sous le signe de la cohésion et la solidarité. Et comme pour donner le ton de cette solidarité, justement, la cérémonie a été marquée par la remise de kits scolaires aux membres d'une coopérative. Prinel Assoumou Issationayo. Dangui Dangui est le tout premier président de l'Union des journalistes et des professionnels de la communication de Yopougon. UJPC, élu le 23 juillet dernier, cette investiture marque la prise effective de ses fonctions. Son mandat est placé sous le signe de la cohésion et la solidarité. Mon équipe et moi, nous allons travailler à renforcer l'unité
entre les journalistes et professionnels de la communication de Yopougon. Nous l'avions dit dans notre discours, nous croyons fermement que c'est l'union qui va nous donner la force de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. L'éducation, une autre valeur prônée par l'organisation. Cette cérémonie est l'occasion de distribuer des kits scolaires aux membres d'une coopérative. Des dons qui viennent alléger les charges des parents en cette période de rentrée scolaire. Nous sommes heureuses. On lui dit merci. Merci pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour nous. On a reçu des kits par M. Dengui et son équipe. Le premier adjoint au maire de Yopougon, Issifou Koulibaly, séduit par les valeurs défendues par les membres du JPC, entend leur apporter son soutien. Si le JPC vient quelque part soulager une certaine partie de la population, le ministre d'État Kafana ne peut que les soutenir. Nous leur avons passé le message du ministre d'État qui nous a demandé de leur dire qu'il sera constamment à leur côté dans leur cheminement et souhaiter que le bureau qui vient d'être investi puisse atteindre son objectif. À peine 3 mois d'existence, l'association œuvre pour le bien-être des journalistes et des professionnels de la communication. Le mandat du nouveau président dure 3 ans. Et la prière pour soutenir cette initiative des échos de la célébration du Maoulid. Nous sommes au dîner. Les guides religieux, prédicateurs, fidèles, élus et cadres du district du Denguélé ont effectué nombreux le déplacement de Kelenjan. C'est la terre de la spiritualité située dans le département de Samatigila. La paix, la cohésion et l'amour étaient au cœur de la célébration de cette fête. Nous Sangaré Konepagasoro demande. C'est devenu un lieu de pèlerinage pour les fidèles musulmans à l'occasion du Maoulid, fête marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Cette année encore, ces fidèles ont effectué nombreux le déplacement malgré l'état périlleux de la route pour rallier Kelenjan, terre de spiritualité située dans le département de Samatigila, au nord-ouest du pays. J'ai entendu parler de ce rassemblement annuel qui s'est fait lors du Maoulid. Alors, j'ai fait le déplacement et j'ai profité pour prendre des bénédictions. Et quand je vois tout ce monde, je me dis ça valait le coup. Moment de recueillement et de grande spiritualité. Les cadres de la région ne sont pas restés en marge de cette commémoration annuelle. Kelenja, c'est le symbole de la spiritualité au niveau du district du Denguélé. Et nous sommes heureux que chaque année, il y a un engouement de plus en plus fort pour que, effectivement, cette rencontre-là puisse permettre d'apporter tout ce que nous attendons. Nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour le président de la République, nous avons prié pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour que la paix que le président de la République a instaurée soit une paix éternelle. Et notre souhait, c'est que ce pèlerinage qui est institué puisse continuer et que au-delà d'une génération, que l'islam perdure dans cette région. Ce grand rendez-vous spirituel qui est à sa 26e édition a permis aux talibés de Cheikh Mathieu Bouaki Samassi, guide religieux de Kelenjan, de réciter plus de 500 000 fois le Daloy Kairat, prière spéciale sur le saint prophète de l'islam. Des prières ont également été formulées pour l'apaisement de relations d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé hier samedi la tenue les 14 et 15 octobre des assises nationales. Ces assises vont rassembler les représentants de toutes les couches socio-professionnelles du pays, hommes politiques, syndicats des travailleurs, autorités coutumières et religieuses et acteurs de la société civile. Ils vont travailler à la rédaction et à l'adoption d'une charte. Ces rencontres doivent désigner un président de transition avant l'organisation d'élections en 2024. Dès son arrivée, il avait souligné qu'il n'était pas intéressé par la gestion du pouvoir politique. Et la suite de l'actualité à suivre tout de suite avec ce tour de ce qui a marqué la semaine écoulée. Voici le 7 sur 7 avec Angela Diallo et Alexis Ouedraogo.
Le lieutenant-colonel Damiba, chef de la junte, démis de ses fonctions, réfugié au Togo 2 jours après le coup d'État au Burkina Faso, a dans une vidéo adressé ses vœux de succès aux nouvelles autorités en les invitant à travailler à unir plutôt qu'à disperser, ainsi qu'à rester patriotes et intègres. L'avancée de l'armée de Kiev se poursuivait mardi après la reprise de la ville stratégique de Liman. Plusieurs localités ont été reprises aux forces d'occupation russes, toujours aux confins du Donbass, où la contre-offensive se poursuit. Les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque contre un train ont retrouvé leur liberté. Le Nigeria, qui s'apprête à élire un nouveau président le 25 février prochain, reste en proie à une insécurité généralisée. Un ancien policier armé d'un fusil et d'un couteau a tué au moins 32 personnes, dont 23 enfants d'une crèche âgée de 2 à 3 ans en Thaïlande. Le Premier ministre a ordonné l'ouverture d'une enquête après ce massacre. Le tireur avait été limogé de son poste de lieutenant-colonel l'an dernier en raison d'un problème lié à la drogue. Le prix Nobel de la paix a récompensé vendredi le militant bélarusse emprisonné Ales Bialatski. L'ONG russe Mémorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles. La présidente du comité a immédiatement appelé le Bélarus à libérer Ales Bialatski, emprisonné depuis juillet 2021. La police espagnole a déclaré avoir démantelé un important réseau de passeurs de migrants albanais, dont des mineurs qui voyageraient vers la Grande-Bretagne à bord de ferries. Les policiers ont arrêté 7 personnes, tous des Albanais, suspectés d'appartenir à cette importante organisation. Le trafic des trains à nouveau fortement perturbé ce dimanche en raison d'une nouvelle grève des syndicats du rail qui demandent une révalorisation salariale face à l'inflation record. Seulement un train sur 5 circule dans le pays, la moitié du réseau restant fermé. Les compagnies demandent aux passagers de ne prendre le train qu'en cas d'absolue nécessité. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. C'est celui qui se réveille tôt le matin qui bénéficie du meilleur fruit tombé la veille.